Merci beaucoup et merci Laurence d'être avec nous ce soir. Et merci à vous qui étiez déjà là la dernière fois et merci à vous qui arrivez juste pour cette deuxième conférence. Au cours de la première, je m'étais intéressé à la question suivante. Qu'est-ce que les pièces qui sont aujourd'hui au Louvre, dans le pavillon des sessions, font là? Et sont-elles bien à leur place? Cette question a été posée, elle a été posée par les artistes et les avant-gardes au début du XXe siècle, et à cette question, ils ont répondu qu'en effet, la place de ces œuvres venues d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, d'Océanie était bien au Louvre. Un deuxième aspect de la question concernait l'épineux problème de la restitution, et c'est ce deuxième aspect qui va m'occuper aujourd'hui dans cette deuxième conférence, en partie, mais en partie seulement. Le livre de Bénédicte Savoy, Le combat de l'Afrique pour son art, nous rappelle utilement que la question de la restitution à l'Afrique de son patrimoine artistique est ancienne et que cette question a accompagné le mouvement de décolonisation autour de la fin des années 50 et du début des années 60. Vous voyez ici le titre, la couverture du magnifique livre que Bénédicte Savoy a consacré à cette question, après le livre qu'elle a copublié avec Felwine Sarr sur la restitution. On peut d'ailleurs, pour parler de l'ancienneté de cette question, évoquer le fait que dès la fin du XIXe siècle, il y a eu des demandes de l'Éthiopie, du royaume d'Éthiopie et du Négus d'Éthiopie alors, pour que lui soient restituées les collections royales qui avaient été saisies par l'armée britannique après la bataille de Magdala en 1868. Et parmi les objets qui avaient été emportés par l'armée britannique, il y avait en particulier une magnifique couronne en or dont il me semble qu'elle est toujours au British Museum. Mais aujourd'hui, et surtout en France, on parle beaucoup de la restitution à l'Afrique subsaharienne du patrimoine artistique de la région depuis le discours prononcé à l'université de Ouagadougou par le président Emmanuel Macron. C'est ainsi, vous le savez, que 26 objets ont déjà été rendus au Bénin, un objet a été rendu au Sénégal, et après le coup d'arrêt que connaît en ce moment l'examen par le Sénat français du projet de loi cadre permettant le retour des œuvres spoliées, il a été décidé de remettre en dépôt, en attendant, à la Côte d'Ivoire, le fameux Djidji Ayokwe, surnommé le tambour parleur, que l'on voit ici. C'est tout récemment que ce tambour-parleur a été remis en dépôt à la Côte d'Ivoire. Ça ne peut être qu'un dépôt puisque la loi cadre permettant de restituer des objets qui sont déjà entrés dans le patrimoine, comme vous le savez, n'a pas été examinée ni votée. Je ne pense pas que l'actuelle configuration du Parlement permette que cette loi cadre soit examinée de sitôt. Enfin, on verra. Ces tambours parleurs avaient été confisqués en 1916 par l'armée coloniale française à la communauté ébriée et la demande de restitution avait été adressée à la France en 2019. Je reviendrai sur les demandes de restitution. Mais il est bon, une fois que l'on a rappelé le discours du président français Emmanuel Macron et qu'on a rappelé dans quelles circonstances aujourd'hui la question de la restitution en France est devenue une question majeure, il est donc bon de se rappeler que les réclamations ne concernent pas seulement l'Afrique subsaharienne. Les Moaï, par exemple, pour revenir à eux, sont également concernés par la question des restitutions. Un certain nombre de Moaï, ces statues que l'on trouve sur l'île de Rapa Nui, ont été enlevées à cette île
Et il est établi par les anthropologues qu'il s'agit au fond d'ancêtres, de représentations d'ancêtres qui ont été en quelque sorte divinisés. Il y a, pour parler justement de restitution, il y a simplement 2 ans, il y a eu le retour d'une statue du Musée d'histoire naturelle de Santiago vers l'île Rapa Nui, statue qui était dans un musée du Chili depuis 1870. J'évoque cela parce que c'est en quelque sorte d'une restitution interne qu'il s'agit ici, puisque Rapa Nui, comme vous le savez, est un territoire du Chili. Le Chili a annexé l'île en 1888. Aujourd'hui, il y a une demande d'autonomie de cette île. Mais il était bon d'évoquer cet exemple pour montrer un cas de restitution au sein du Sud. Les restitutions ne se passent pas seulement du nord au sud, mais d'une certaine façon, on est toujours le nord de quelqu'un ou le sud de quelqu'un. Ce que montre cet exemple d'une restitution par le Chili d'une statue moaï à l'île de Rapa Nui. Mais les demandes de restitution concernent surtout le British Museum, lequel les réseaux sociaux du British Museum sont en particulier inondés de demandes chiliennes de restitution. Sur cette question des restitutions, il est important de rappeler le rôle qu'a joué à une époque l'UNESCO. Et en particulier, lorsque l'UNESCO était dirigé par Amadou Mahtar Mbow, le Sénégalais Amadou Mahtar Mbow, dont on voit ici l'image. J'en profite pour répéter un hommage appuyé à ce grand Africain, ce grand intellectuel, ce grand dirigeant qui nous a quittés il y a quelques semaines à l'âge vénérable de 103 ans. J'ai eu la chance de diriger un hommage qui lui avait été rendu pour ses 90 ans. On a répété ça pour les 100 ans, on ne répétera pas cela pour les 110 ans, mais il aura eu une vie magnifique. Eh bien, le directeur général de l'UNESCO, Mbow, a joué un rôle très important à la fin des années 70, quand la première grande vague de demandes de restitution a commencé à se calmer. Il avait insisté dans un discours à l'UNESCO en 1978 sur l'impérieuse nécessité de restituer aux peuples concernés, je le cite, les trésors d'art les plus représentatifs de leur culture, ceux auxquels ils attachent le plus d'importance, ceux dont l'absence leur est psychologiquement le plus intolérable. Il avait donc ainsi fait une sorte de partition en disant que parmi les œuvres du patrimoine, certaines d'entre elles étaient non seulement les plus représentatives, mais en plus celles dont l'absence était presque physiquement ressentie par les peuples qui avaient été les créateurs des œuvres en question. Et il demandait donc qu'au moins ces œuvres-là soient restituées. Ceci me ramène au cas des Moai, parce que, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, je ne connais pas très bien la cosmologie des Moai, je fais un rapprochement hasardeux avec des cosmologies que je connais mieux, qui sont les cosmologies ouest-africaines, mais vous le savez, comparaison n'est pas raison. Mais en tout cas, il est établi, semble-t-il, par les anthropologues que j'ai consultés, qu'il s'agit bien de représentations d'ancêtres dans une cosmologie où ceux qui ont été jugés les plus aptes à diriger la communauté, ceux qui sont devenus les aïeuls de cette communauté, à leur mort, ont acquis ce statut d'ancêtre, signifiant que tant que la communauté se souvient d'eux, en particulier, par exemple, en leur rendant un culte, eux-mêmes, en retour, veillent sur cette communauté et lui transmettent, pour ainsi dire, la force vitale, la force de continuer. Justement, étant donné ce statut, étant donné ce rôle
de ces statues dans l'île de Rapa Nui, on peut comprendre qu'en effet, ces œuvres correspondent à ce qu'Amadou Mahtar Mbow évoquait dans la citation que j'ai donnée comme étant les œuvres dont l'absence est psychologiquement intolérable, dont l'absence se fait sentir. Il est vrai, une fois que l'on a dit cela, qu'il faut également faire la part des choses et se souvenir qu'aujourd'hui, sur l'île de Rapa Nui, les populations sont pour l'essentiel des populations catholiques. La même chose, la même situation se présente aussi, d'ailleurs, dans le continent africain, où l'on peut se demander ce qu'il en est encore des cosmologies qui sont au principe de la création des œuvres d'art, dès lors que ces cosmologies-là ont été remplacées par ou se sont fondues dans des cosmologies religieuses différentes, des cosmologies religieuses abrahamiques, en particulier christianisme ou islam. Mais une première remarque que je voudrais faire concerne un moaï particulier qui nous est cher et qui m'est particulièrement cher, c'est celui-ci qui m'accompagne depuis qu'il a été décidé que je donnais ces conférences de la chaire du Louvre. Mon ami moaï, comme je l'appelle désormais. Son cas est différent. Il est bon de le préciser. Dans le cas de ce moaï qui est aujourd'hui au pavillon des sessions, il faut se rappeler qu'il a été déterré, qu'il a été découvert par des fouilles archéologiques qui ont été menées de concert par la France et la Belgique, sur invitation du Chili. Des fouilles qui ont eu lieu en 1934-1935. Et donc, cette tête qui est aujourd'hui dans le pavillon des sessions est le fruit de cette excavation. Et pour remercier l'expédition qui était venue, l'expédition ethnographique qui était venue et qui avait mené ces fouilles-là, le gouvernement chilien a offert ce moaï au Musée de l'Homme en 1935 et en a offert aussi un autre qui avait lui aussi été déterré à la Belgique. C'est les deux seuls moaïs qui ont été véritablement, dont on connaît la provenance et qui n'étaient pas des moaïs qu'on a arrachés à l'hôtel où ils reposaient, mais qu'on a déterrés. Et donc, qui se trouvent à juste titre aujourd'hui où ils sont, ici au pavillon des sessions, en Belgique, je ne sais dans quel musée. Alors, les autres moaïs, évidemment, ceux qui font l'objet de ces demandes pressantes de restitution sont au British Museum en particulier. Deuxième remarque, pour parler de quelque chose d'autre à propos de ces moaïs, on sait qu'aujourd'hui, ces statues sont particulièrement menacées par la crise environnementale que nous vivons, la crise climatique, parce qu'ils ont été sculptés dans une roche volcanique assez tendre, suffisamment tendre pour permettre précisément de sculpter, de donner à la matière une forme, ces formes humaines, mais précisément avec la crise climatique, il semblerait que la matière cherche à nouveau se débarrasser de la forme et les moaïs sont relativement menacés de ce point de vue-là. Troisième remarque à ce propos, cette remarque concerne maintenant les œuvres dont l'absence ne signifie pas nécessairement un traumatisme ou dont l'absence n'est pas nécessairement psychologiquement intolérable, pour reprendre le propos de Amadou Mahtar Mbow, mais se fait quand même sentir. Et je voudrais prendre à titre d'exemple le fait que lorsque des États africains ont organisé des festivals pour célébrer leur art, leur patrimoine, ces États se sont trouvés démunis à un moment donné lorsqu'il s'agissait de montrer ce que Amadou Mahtar Mbow appelait par exemple les œuvres les plus représentatives. Ça a été le cas pour le premier festival mondial des arts nègres, ça s'appelait comme ça, le premier festival mondial des arts nègres, qui fut organisé au Sénégal en 1966 sous la présidence de Léopold Sédar Senghor, évidemment. Vous voyez ici l'affiche de ce premier festival. Eh bien,
le Sénégal avait à l'époque obtenu, au début relativement facilement, des différents musées auxquels il s'était adressé, les musées du Nord, le prêt des œuvres africaines, du patrimoine africain qui se trouvait dans ces musées-là. Il y a eu un moment où il y a eu quelques flottements parce qu'un article tout à fait très protestataire avait été écrit par un journaliste sénégalais et béninois, disant qu'il fallait retourner l'art nègre. Alors les musées se sont arrêtés en se disant, si on leur prête, est-ce qu'ils vont nous rendre? Et il a fallu toute la diplomatie de Senghor, et Dieu sait s'il en avait, pour convaincre ces musées, évidemment, que les prêts leur seraient restitués. Les difficultés ont été plus grandes pour le FESTAC, qui a été, lui, organisé en 1977 par le Nigeria, d'une certaine façon en réponse, en continuation de ce que Senghor avait fait au Sénégal, parce qu'il avait été convenu que le festival des arts africains, des arts noirs, des arts nègres, comme Senghor les avait appelés, serait un festival tournant, et le Nigeria avait pris la succession du Sénégal en 1977. Il y a eu, vous le voyez, le logo du festival était ce bronze magnifique. On appelle les œuvres du Nigeria des bronzes, même lorsqu'ils ne sont pas tous en bronze. Ce masque pendentif en ivoire du XVIe siècle et qui est au British Museum. Le Nigeria n'a pas obtenu le prêt par le British Museum de ce pendentif. C'est au dernier moment que le British Museum leur a proposé de leur faire une copie. Et même la copie qui était proposée, de toute façon, serait arrivée trop tard. C'était la meilleure manière de leur opposer une fin de non-recevoir. Il est intéressant de se souvenir que le dirigeant du Nigeria à l'époque, Obasanjo, qui dirigera le Nigeria par la suite, avait simplement déclaré qu'au fond, les descendants de ceux qui avaient créé cet art étaient toujours là, et que la capacité de créer cet art était toujours avec eux, et que donc ils allaient simplement faire d'autres idiots encore meilleurs et plus beaux, et il ajoutait que l'autre idiot, qui était, lui, au British Museum, serait en quelque sorte déchargé, perdrait le lien spirituel qu'il rattache au peuple Edo qu'il a créé. Comme s'il s'agissait de dire, les idiots que nous allons créer vont être authentiques parce qu'ils sont porteurs de la force créatrice de notre peuple, et c'est le vôtre au British Museum qui devient une copie. J'ai toujours trouvé cette affaire tout à fait amusante. Le livre de Bénédicte Savoy nous rappelle également le rôle qui a été joué par la notion d'universel dans cette question. Lorsque la demande africaine a rencontré la résistance des directeurs de musées dans les années 60 et 70, qui avaient refusé de concert, ils s'étaient véritablement concertés. Bénédicte Savoy le raconte très bien, qui avait donc refusé de concert toute demande de restitution d'objets de la part des États africains, arguant entre autres que leur musée avait conféré à ces objets une universalité qu'ils n'auraient jamais connue dans leur terroir d'origine. L'idée donc qu'il y a un espace européen par définition qui, tout naturellement, est en mesure d'adouber les objets, de leur conférer une universalité qui ne saurait leur appartenir. Les fétiches seraient restés dans l'absolue singularité et l'obscurité de leur idiome barbare s'ils n'avaient pas été dans des musées du Nord et en mesure de parler la langue du Logos. Leur place, concluait-il donc, est donc bien ici, dans les musées du Nord, qui ont assuré leur renaissance en œuvre d'art, cette renaissance dont j'ai parlé la dernière fois, ces musées où ils ont appris à parler au monde entier, où ils ont été en quelque sorte sauvés. Ce qu'a fait le discours de Ouagadougou prononcé par le président Emmanuel Macron, ça a été de réactiver
la question dans le cadre d'une politique de réparation mémorielle. Pour lui, il s'agit probablement toujours d'ailleurs, de refonder un lien avec l'Afrique dont on sait qu'il s'est fortement distendu ces derniers temps. Aujourd'hui, le contexte est différent. Ce n'est plus le contexte des années 60 et 70. Dans les années 60 et 70, les directeurs de musées pouvaient simplement opposer le mot de circulation à celui de restitution et attendre que ces demandes passent et qu'on les oublie. Aujourd'hui, nous avons affaire à de nouvelles générations de directeurs de musées. Des directeurs ou présidentes, des présidents ou présidentes de musées dont on peut dire qu'ils sont beaucoup plus attentifs à la question postcoloniale. Et nous avons également le contexte d'un public qui est lui aussi plus attentif et qui peut faire pression. Je vous donne l'exemple d'une université aux États-Unis où les étudiants se sont demandé pourquoi le musée de leur université avait un bronze, comme on les appelle, un bronze du Bénin, et la pression a été telle que, je crois savoir que l'université a restitué au Nigeria ce bronze. Mais cette réaction des étudiants eux-mêmes nous indique que la question de la provenance est aujourd'hui une question qui habite les publics qui viennent dans les musées, qui sont au fait de la situation et qui demandent précisément ce qu'il en est des objets qu'ils sont venus voir. En plus, nous avons maintenant davantage, probablement, une posture qui consiste à regarder les pièces du point de vue des espaces auxquels il manque. C'est un argument avancé par Bénédicte Savoy dans son dernier livre « À qui appartient la beauté », publié cette année. L'acuité de cette question explique que ce n'est pas un hasard si aujourd'hui le cinéma s'est emparé de la question. Le cinéma contribue aujourd'hui à véritablement dramatiser cette question de la restitution, et c'est ainsi qu'il y a de véritables chefs-d'œuvre sur nos écrans concernant cette question de restitution. Je voudrais ici citer par exemple le film de Nora Philippe intitulé « Restituer, l'Afrique en quête de ses chefs-d'œuvre » qui date de 2021, et je crois que Nora est parmi nous dans la salle. Ce film a suivi en quelque sorte le livre de Felwine et Bénédicte et a constitué une sorte de documentaire sur la question des restitutions. Des centaines de milliers d'œuvres et d'objets africains vivent aujourd'hui dans nos musées en Occident. Masques, bijoux, manuscrits, statues. Nous admirons leur beauté derrière les vitrines. Mais avons-nous oublié que la plupart ont rejoint nos collections à la faveur de l'occupation coloniale de l'Afrique ? C'est l'histoire d'un long exil qui a projeté plus des 3/4 des patrimoines d'Afrique subsaharienne en dehors du continent. Il est important, un commentaire rapide, je reviendrai sur l'ensemble des images de films que je vais vous montrer, mais un commentaire rapide sur ce chiffre, 3/4. C'est ce qu'on trouve également dans le rapport écrit par Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, l'idée que ce qui distingue le continent africain dans sa partie subsaharienne, c'est que une proportion énorme de son patrimoine et dehors. J'attire également votre attention, bien entendu, vous l'aurez noté, sur la beauté des images de ces objets d'art. Plus récemment, donc le film de Nora date de 2021, je crois qu'il y a également une interview d'elle. Cette histoire des restitutions, des réclamations, de la résistance contre le pillage en quelque sorte continué par le fait que les objets restaient en Europe, eh bien cette histoire il faut la raconter.
l'Afrique est en proie à ce qu'on pourrait appeler en fait des centaines d'événements militaires, événements qui s'accompagnent assez systématiquement de pillages que l'on pourrait dire culturels, de pillages de biens culturels. À la faveur, entre guillemets, de ces événements militaires, encore une fois partout sur le continent africain, eh bien, les armées européennes pillent et repartent avec des milliers d'objets d'art, d'œuvres, de choses, entre guillemets, qui sont aussi des choses habitées, qui sont des choses qui ont des fonctions sacrées. Ces pièces, une fois qu'elles sont parties en Europe, elles rejoignent des collections de grands musées déjà existants ou de musées qui sont spécifiquement en fait construits pour accueillir ces collections dites ethnographiques. Cette semaine, on va dire adieu en France à la présence physique de 3 statues royales d'Abomey, qui sont des statues fondamentales en fait pour le royaume d'Abomey, qui représentent une dynastie et donc 3 rois qui ont régné sur Abomey. Et ce qu'il est intéressant de dire, c'est que ces rois sont représentés par des artistes fabuleux dans ces statues comme étant aussi des puissances résistant à la colonisation. Et donc, c'est vraiment une question aussi de dignité, de fierté et d'estime de soi. C'est-à-dire que ces pièces, elles ont besoin de revenir, de retourner à Abomey parce qu'elles symbolisent aussi une histoire qui a été une histoire de lutte et de résistance. Des recherches d'historiennes et d'historiens, notamment de Bénédicte Savoy, ont montré ces dernières années, documents à l'appui, archives à l'appui, qui avaient souvent malheureusement été soigneusement peu divulgués, qu'il y a eu des concertations explicites, souvent secrètes, entre les grands musées européens, et les institutions françaises, allemandes et britanniques sont bien placées dans ces concertations pour vraiment bloquer les demandes de restitution, pour faire en sorte que un filet en fait, d'arguments soit opposé à ces demandes de restitution formulées soit par des communautés, soit par les États africains, dès lors qu'ils ont eu, via leur indépendance, la possibilité de formuler des demandes officielles. Cette histoire des restitutions, des réclamations, de la résistance contre le pillage en quelque sorte continué par le fait que les objets restaient en Europe, eh bien cette histoire il faut la raconter. Ces passages étaient fabuleux. J'avais été invité à un moment donné par Mati Diop elle-même à assister à la première du film. Malheureusement, j'étais encore à New York, je n'étais pas arrivé à Paris, donc j'ai raté cette invitation, j'ai manqué l'invitation. Mais dans une salle des Halles, j'ai regardé ce film et il était absolument somptueux, les images sont somptueuses. Et le choix, vous aurez noté, c'est quand même extraordinaire qu'au cinéma où on montre, vous faites le choix de, pendant plusieurs minutes, d'être devant un écran noir avec cette voix extraordinaire qui parle. Le choix qui est fait de dire que ces objets, que leur exil, au fond, a été une sorte de longue nuit noire dont ils ne sont sortis que lorsqu'ils sont retournés. Et voilà l'aspect que je voulais souligner, qui est un aspect qu'on retrouve dans les films consacrés à la question de la restitution. L'idée que ces objets, une fois partis, n'ont fait qu'attendre le moment de leur retour. Je reviendrai sur cet aspect. Et vous l'avez entendu, cette voix parle d'un lieu étranger, etc. Et ne retrouvera, au fond, la liberté et la lumière qu'une fois rentrés. Et ceci correspond au moment où les étudiants de l'université vont discuter ce que signifie le retour de ces objets chez eux au Bénin, les étudiants de l'université de Abomey-Calavi. Au primaire, on nous a appris l'histoire du vainqueur et du vaincu. Et c'est ça qu'on a eu. Mais quand j'ai appris le retour de ces trucs, moi je l'appelle les trucs parce que jusqu'à présent, je ne ressens rien par rapport aux statuettes. Je les appelle les statuettes parce que je ne ressens rien. 90% du patrimoine béninois se repose calmement. Attention avec les chiffres que tu avances là. Oui, je dis bien 90%. Ah oui, et je pèse bien 90%. Pour le patrimoine. Nos patrimoines, évidemment. Il n'y a que 10% au pays. Exactement. Bon, quand vous dites que 90% du patrimoine culturel se trouve à l'extérieur, je pense que vous n'avez pas raison. Le patrimoine culturel est composé du patrimoine matériel
et du patrimoine immatériel. Maintenant, c'est une partie du patrimoine matériel qui se retrouve dans les autres pays. Mais le patrimoine immatériel, nos danses, nos traditions, nos savoir-faire se trouvent à l'intérieur du pays. Le fait d'aller visiter les 6 œuvres, c'est un acte patriotique pour toi. Pour moi, c'est plus qu'une fierté. Je me souviens le dimanche passé où j'étais au palais pour voir ces 26 œuvres. J'ai pleuré pendant 15 minutes. Je me suis dit, waouh! Là aussi, magnifique idée de Mati Diop de filmer cela. Elle a accompagné véritablement ces objets lorsqu'ils ont été restitués et se mettre dans la situation le fait d'avoir choisi de filmer ces étudiants et de voir leur réaction depuis celui qui dit qu'au fond, il est indifférent à ce retour des objets. L'étudiante, vous aurez remarqué l'étudiante qui parle, elle, au contraire de son émotion devant le retour de ces objets, est accueillie par des éclats de rire de ses camarades. Le chiffre de 90% du patrimoine à l'étranger est également questionné, par un autre étudiant. C'est une proportion, je crois, que l'on trouve dans le rapport de Felwine Sarr et de Bénédicte Savoie. C'était vraiment une scène importante à filmer et il est heureux que Mati Diop, dans son film, ait consacré du temps à cette réaction-là. Il faut dire que ces films, d'une certaine façon, ont été précédés par un film d'un des pionniers du cinéma africain, du grand pionnier d'ailleurs du cinéma africain, qui était Sembène Ousmane, qui a, je parle ici de son film La Noire 2, un film qu'il a réalisé en 1966. Ce film raconte l'histoire d'une domestique sénégalaise ramenée en France par la famille qu'elle a commencé à servir d'abord à Dakar. Cela se passe très mal avec cette famille. Elle est dans le sud de la France et elle finit par se suicider. Et il est question d'un masque dans le film et il y a Sembène Ousmane joue sur le symbolisme de la restitution des masques. Que doit-on penser de moi à Dakar? Joanna est heureuse en France, que je vis bien. Voilà. Là encore, bon, vous la voyez, regardez ce masque qu'elle a acheté, dira-t-elle à un moment donné dans le film, qui est accroché dans le salon de la famille au service de laquelle elle se retrouve. Et elle insiste sur son propre enfermement. C'est l'enfermement qu'elle va connaître, parce que quand elle a suivi la famille en question, elle pensait découvrir la France, les magasins, etc. Et elle se retrouve enfermée. Et ce thème de l'enfermement est également celui, au fond, qui est souligné dans le film de Mati Diop pour ce qui concerne les œuvres d'art. L'enfermement de Joanna, l'héroïne de ce film, correspond également à l'enfermement de ce masque accroché au mur de la famille au service de laquelle elle se trouve. On verra, je vais très rapidement sur les autres scènes, on verra d'ailleurs une scène où il y a un tiraillement entre elle et la maîtresse de maison, où elle a arraché le masque du mur où il se trouvait. Et où est le masque? C'est à moi. Elle est complètement folle. Scène emblématique dans ce film où le conflit avec la famille qui l'a amené en France se traduit par ce moment de tiraillement autour du masque. Là, encore une fois, on a toujours cette idée selon laquelle les masques exilés, au fond, perdent toute signification en attendant de revenir d'exil. Je voudrais mettre cette thématique, ce thème d'un exil silencieux, d'un exil de l'enfermement, je voudrais mettre cela en regard avec la suite de la déclaration d'Amadou Mahtar Mbow dont je vous parlais tout à l'heure.
Voici ce que déclare Amadou Mahtar Mbow. Les peuples qui ont donc subi la spoliation savent certes que la destination de l'art est universelle. Ils sont conscients que cet art qui dit leur histoire, leur vérité, ne la dit pas qu'à eux, ni pour eux seulement. Ils se réjouissent que d'autres hommes et d'autres femmes ailleurs puissent étudier et admirer le travail de leurs ancêtres. Et ils voient bien que certaines œuvres partagent depuis trop longtemps et trop intimement l'histoire de leur terre d'emprunt pour qu'on puisse nier les symboles qui les y attachent et couper toutes les racines qu'elles y ont prises. Ceci est très important et pourquoi la réflexion que j'ai sur la restitution tourne toujours autour de cette déclaration de Amadou Mahtar Mbow. Que les œuvres aient pris racine dans des terres d'emprunt et parler à d'autres aussi, c'est-à-dire parler d'autres langues à d'autres, n'est véritablement pas indifférent. Elles n'ont pas fait ces œuvres qu'attendre en leur cachot l'heure de la délivrance, même pour celles d'entre elles qui ont été arrachées à leur terroir comme des butins de guerre, avec la volonté d'humilier ceux qui avaient résisté à la colonisation. Pour ces objets-là, il peut être question de réparation avant toute idée de partage, parce que ces objets ont été emportés dans des circonstances particulières et peuvent répondre à la définition que Amadou Mahtar Mbow donne de ces œuvres dont le retour comble une absence intolérable. Il y a eu ainsi le sabre d'El Hadj Omar, ce résistant guide religieux, qui a été remis par celui qui était le Premier ministre Édouard Philippe. On le voit ici, remettant le sabre d'El Hadj Omar au président Macky Sall. D'ailleurs, on se pose la question de savoir si le sabre a véritablement appartenu à El Hadj Omar, mais en tout cas, on peut considérer qu'il entre dans la catégorie des œuvres indexées par Amadou Mahtar Mbow dans la mesure où il a une signification spirituelle indéniable et qu'une certaine aura s'attache à lui. Il y a eu, pour revenir à ce que Nora Philippe disait tout à l'heure, des expéditions militaires qui ont été de véritables pillages, les expéditions de l'armée coloniale française commandées par Dodds en 1892 et 1894 qui ont abouti à la fin de l'empire du royaume du Dahomey, qui avait été créé au XVIIe siècle, et au règne du dernier roi du Dahomey, qui était Béhanzin. La défaite a été suivie d'une mise à sac, qui est l'origine des 26 pièces qui sont passées du musée du Trocadéro au Quai Branly et dont on a vu le film de la restitution Dahomey. La même chose pour les sculptures et les plaques connues sous le nom de bronze du Bénin. On les appelle bronze du Bénin, mais évidemment, ces œuvres ne sont pas toutes en bronze. Et le royaume du Bénin, qu'on ne s'y trompe pas, se trouvait au Nigeria actuel. Avec les changements de noms qui ont suivi les indépendances, lorsque les États africains ont décidé d'abandonner les noms qui leur avaient été attribués par la colonisation, par l'Europe, pour reprendre des noms de royaumes anciens, les royaumes et les noms ne correspondent pas toujours à ce qu'a été la réalité historique. Par exemple, le Bénin s'appelle Bénin, mais le royaume du Bénin était au Nigeria pour l'essentiel. Eh bien, aujourd'hui, ces bronzes du Bénin, on sait qu'ils viennent tous de ce pillage qui a été une expédition punitive, l'expédition punitive menée par l'armée britannique. Je voulais ici évoquer rapidement l'expérience que j'ai connue récemment de ce que cela signifie pour un musée, au fond, faire face à la question de la restitution. En juin dernier, j'étais en Allemagne, je vivais à Brême et je me suis rendu au musée Übersee de Brême, dont on dit qu'il est l'un des musées les plus visités d'Allemagne. C'est un musée d'histoire naturelle et d'ethnographie dont les collections et les expositions permanentes portent sur la nature, les cultures et le commerce. Eh bien, dans ce musée, je suis tombé sur 3 bronzes du Bénin, 3 têtes reconnaissables avec les colliers habituels, de magnifiques pièces qui font partie d'un ensemble, d'une collection de 18 bronzes que le musée de Brême possède. Et à côté de ces 3 têtes, il y avait une plaque qui disait
qui indiquait en gros que ces objets n'étaient pas sûrs de rester dans le musée, qu'il y avait eu un accord négocié entre le Nigeria et l'Allemagne et une déclaration politique conjointe entre la République fédérale de l'Allemagne et la République fédérale du Nigeria le 1er juillet 2022, selon laquelle le musée transférera, ce musée de Brême, transférera la propriété des 18 objets au Nigeria. Et il est ajouté que la partie nigériane décidera alors quels artefacts seront retournés à la terre ancestrale nigériane où ils ont été créés et lesquels continueront, disait le musée, à nous être prêtés. Voilà le type de protocole d'accord qui a été négocié entre le Nigeria et la République fédérale d'Allemagne. C'est grosso modo le même type d'accord d'ailleurs qui a existé entre le Metropolitan Museum de New York et la partie nigériane également. Et aujourd'hui, il est important de s'interroger évidemment sur la provenance de tous les objets. Et aujourd'hui, on le sait, vous l'avez sans doute vu dans la presse, sous la supervision d'un comité de pilotage composé de représentants des ministères concernés des deux pays, la France et l'Allemagne, un conseil scientifique international composé d'universitaires et de conservateurs de musées français, allemands et africains a été mis sur pied, chargé d'évaluer, de sélectionner et de financer des projets de recherche sur la provenance de l'art africain. Vous le voyez ici, et à la troisième position, vous voyez votre serviteur, et la raison pour laquelle je suis dans ce groupe, c'est que ce conseil scientifique dont je viens de parler, j'ai l'honneur de le présider. Pour mettre en évidence ceci, que l'espace colonial a été aussi un espace d'échange. Il n'y a pas eu que des expéditions militaires, il n'y a pas eu que des mises à sac, il n'y a pas eu que des pillages qui sont à l'origine des objets qui ont été emportés. Il y a eu également, comme dans le cas de mon ami Moaï qui est ici, ou dans d'autres cas, des objets qui se trouvent légitimement aujourd'hui là où ils sont. Et ceci me ramène à la déclaration d'Amadou Mahtar Mbow. Il est important qu'elle nous rappelle que réduire la présence des objets africains à leur seul rôle de témoignage de la violence coloniale qu'ils ont subie ne rend pas justice à l'histoire et au récit que ces objets ont créé lorsqu'ils ont été déplacés. Ces objets ont imposé au monde comme une force de création à l'œuvre dans une modernité artistique et culturelle qui leur doit énormément. Dire qu'ils ont été simplement silencieux et en attente de rentrer ne rend pas raison de l'influence qu'ils ont eue sur notre culture artistique d'aujourd'hui. Ils disent aussi le récit de la vivification que l'art africain classique a apporté en Europe, ouvrant de nouvelles possibilités, remettant en question le langage du canon, celui de la proportion et de l'imitation d'une réalité idéalisée. Dans les musées ethnographiques des capitales européennes, le langage visuel des objets africains a parlé ainsi aux artistes d'avant-garde, à ceux qui ont su l'entendre, un nouveau langage, celui qui n'imite pas la réalité mais l'exprime, un langage qui ne reproduit pas le visible mais rend visible, pour reprendre ici la célèbre définition de Paul Klee. Ce langage parlé par les objets était à l'origine une traduction sous forme visuelle par leurs créateurs de la cosmologie des terroirs dans lesquels ils sont nés, donc de ce qui était leur langue première, ce que j'ai appelé la langue des dieux, des terroirs où ces objets sont nés. Et c'est ainsi que, s'appuyant sur son expérience de la religion traditionnelle de son terroir sérère et sur les études anthropologiques de nombreuses sociétés ouest-africaines, l'œuvre du poète et penseur Léopold Sédar Senghor est une herméneutique et une poétique de l'art africain en tant que langage visuel d'une ontologie dynamique qui caractérise de nombreuses cosmologies africaines. J'explique cela le plus rapidement possible. L'idée qui est derrière la lecture que Senghor fait des arts classiques africains, c'est que ces arts classiques sont la traduction en langage visuel, en langage plastique, de cosmologie. Et que ces cosmologies disent un monde où tout ce qui existe
est une force. Exister, c'est être une force. Il ne s'agit pas de dire que la force est attribuée à un sujet qui serait l'existant. L'existant lui-même est force. Être ou être force, c'est la même chose. Et, dit Senghor, ces forces ne sont pas simplement des forces aveugles, elles sont des forces individualisées par leur rythme. Chaque force est un rythme particulier. Il définit donc le rythme comme étant, je le cite, l'architecture de l'être, le dynamisme interne qui lui donne forme et un système d'ondes que l'objet émet vers les autres, une expression pure, dit Senghor, de la force vitale. Et il compare le rythme à un véritable choc vibratoire et disant que l'artiste africain qui crée une œuvre essaye précisément d'exprimer cela, cette force de vivre qui est l'existence même, par les moyens les plus matériels, les plus sensuels, des lignes, des surfaces, des couleurs et des volumes dans l'architecture, la sculpture et la peinture, ou bien des accents dans la poésie ou la musique, ou bien des mouvements dans la danse. Et, conclut Senghor, et ceci est important, ce faisant, l'artiste ordonne tout le concret, il crée évidemment à partir de choses concrètes, rochers, bois, fibres végétales, tous les matériaux que l'on trouve dans ces objets, et qui sont en quelque sorte ordonnés par l'artiste vers ce que Senghor appelle la lumière de l'esprit. Ceci est important et je voudrais faire les remarques suivantes qui vont me permettre de m'acheminer vers ma conclusion pour commenter le propos de Senghor. Premièrement, lorsqu'il parle du rythme des arts africains, si on dit Senghor a parlé du rythme des arts africains, le réflexe de beaucoup, pas ici, mais le réflexe de beaucoup serait de dire à quoi faut-il s'attendre? C'est un Africain qui parle de rythme, donc évidemment il a le tam-tam à l'esprit. Il est important de se rendre compte que quand il parle de rythme, c'est le rythme des objets plastiques, c'est le rythme des objets artistiques et non pas le rythme précisément du tam-tam. Et c'est ainsi qu'il parle souvent du rythme des objets et il indique que la meilleure manière de les regarder, c'est d'avoir vis-à-vis d'eux une attitude rythmique. Celui qui regarde les objets africains et qui est immobile ne les a pas vus. Il faut qu'il soit, en quelque sorte, en train de danser avec eux. Je crois que pour le Nalu de Guinée, il est facile d'avoir l'impression qu'on va danser avec lui. Ça ressemble à une espèce de serpent qui serait sorti de son panier. Deuxième remarque que je voulais faire, et c'est pour cela que j'insistais sur le propos de Senghor parlant de la spiritualisation des objets et la manière dont le concret des matériaux à partir desquels ils ont été créés, en quelque sorte, s'élève vers ce qu'il appelle la lumière de l'esprit. C'est la question du caractère religieux des objets. Lorsqu'il a été question à un moment donné de la présence de ces objets dans le Louvre, par exemple, lorsque les artistes en ont parlé, le discours, un certain discours ethnologique, anthropologique, consiste à dire « oui, mais ces objets ne sont pas des œuvres d'art, puisque ce sont des objets religieux. » Oui, mais quelle œuvre d'art n'est pas une œuvre religieuse au départ? Si vous parcourez le Louvre, je crois que la religion est partout dans ces œuvres d'art. Et ces œuvres ont précisément subi ce que Malraux appelle la métamorphose lorsqu'il dit que l'art commence lorsque les dieux se sont absentés. Autrement dit, la religion, ce n'est pas simplement écraser les objets, il ne s'agit pas d'écraser les objets sur leur fonction purement documentaire en disant que ces objets, la signification de ces objets est entièrement engagée dans le fait que les masques jouaient tel ou tel rôle dans telle ou telle cérémonie, c'est un tel qui le portait et qui était donc le guide ou le sorcier ou ce qu'on voudra, etc. Une fois que vous avez énuméré toutes les fonctions, vous n'avez pas encore dit la signification proprement religieuse qui est inscrite dans l'objet lui-même. Cette création elle-même ainsi décrite par Senghor, l'idée que vous prenez les objets les plus concrets, mais qui sont pleins d'une force, puisque tout est force, et que vous ordonnez ces forces et que vous faites en sorte que ces forces convergent vers la lumière de l'esprit, voilà ce qui est religieux
et cette religiosité, si je puis dire, est inscrite dans l'objet et pas simplement dans la fonction que cet objet va jouer dans telle ou telle cérémonie. C'est la même chose qui est arrivée, d'ailleurs, jusqu'à une date récente, à la littérature africaine. On l'écrasait toujours sur une fonction documentaire. On avait l'impression que chaque fois qu'un écrivain écrivait quelque chose, c'était pour indiquer quelle était l'âme de son peuple. Or, grâce à des gens comme Mbougar Sarr, nous avons compris maintenant que la littérature se nourrit de la littérature et qu'elle parle à la littérature. De la même manière, ces objets sont religieux, ont une fonction religieuse, mais portent en eux-mêmes cette poésis dont parle Senghor, et cela est la véritable signification religieuse de ces objets. Cela veut dire donc aussi que les œuvres ont été elles-mêmes au principe de ce que Malraux appelle leur métamorphose. Et c'est ainsi qu'il faut lire la place que la statue dédiée au dieu Gou a occupée dans la relation d'Apollinaire et de Picasso aux arts premiers. Je reviens donc à ce dieu Gou qui est une des pièces majeures du pavillon des Sessions. On sait ce qu'en disait Apollinaire et on sait également la présence que cette sculpture de la divinité de la guerre Gou a eue dans le travail de l'artiste Picasso, qui, semble-t-il, l'a dessiné un certain nombre de fois. Apollinaire en parle, je le cite, comme étant cette perle de la collection dahoméenne, la grande figure en fer représentant le dieu de la guerre, qui est sans aucun doute l'objet d'art le plus imprévu et un des plus gracieux qu'il y ait à Paris. La figure humaine, c'est toujours Apollinaire qui parle, la figure humaine a certainement inspiré cette œuvre singulière, et toutefois, aucun des éléments qui la composent, invention cocasse et profonde, ainsi qu'une page de Rabelais, ne ressemble à un détail de corps humain. Et il conclut, l'artiste nègre était évidemment un créateur. Je voulais prendre cet exemple sur une pièce que nous avons au pavillon des Sessions, la pièce de cette statue du dieu Gou, de cette statue dédiée au dieu Gou, pour illustrer ce que je disais sur le fait que les objets, les œuvres d'art que l'on trouve dans le pavillon des Sessions ont parlé d'autres langues que leur langue première, la langue de leur terroir. Maintenant, j'adresse, comme on dit maintenant dans un anglicisme qui m'étonne, j'adresse la question de l'appropriation culturelle. Parce que certains vous diront, oui, mais ça veut dire qu'il y a appropriation culturelle par Apollinaire, par Picasso, par tous ces artistes d'avant-garde, de ces objets d'art africains, auxquels ils auraient donné une signification qui ne leur appartiendrait pas. Mais qui décide qu'un objet ne porte pas la signification que l'on lit en lui? Autrement dit, ces œuvres, si elles ont parlé à ces artistes, elles portaient en elles cette puissance de parler et cette puissance d'agir. C'est sur ce point-là qu'il s'agit d'insister et de dire que la force créatrice qui a été la spiritualisation, l'élévation vers la lumière de l'esprit des choses concrètes, des matériaux concrets dont ils sont constitués. Cette force qu'ils représentent, ils ont visé la représentation de la force et non pas un rapport simplement mimétique à la réalité où vous reproduiriez le corps humain tel qu'il est, avec la tête occupant 1/8, etc., toutes choses que l'on apprend lorsqu'on est un artiste. Eh bien, cette force-là, ils l'ont transférée avec eux, ils l'ont transportée avec eux, et cette force a été une force agissante, une force créatrice. Parler d'appropriation culturelle, c'est leur faire injure, parce que c'est considérer que ces objets ne peuvent être que des victimes transportées ici ou là et qu'elles n'ont pas en elles-mêmes cette capacité d'agir, cette puissance d'agir qu'elles ont pourtant manifestée dans l'influence qu'elles ont eue sur les arts au XXe siècle. Ces œuvres, de ce point de vue, sont des mutants. Et j'utilise ce concept de mutant pour en parler en insistant sur le fait que mutant est un participe présent. C'est-à-dire que ces objets, à la fois, ont subi les métamorphoses dont parle André Malraux, et qu'elles sont elles-mêmes une force de mutation, une force de transformation.
Et je voudrais finir sur cette idée que c'est précisément parce que ces objets sont des mutants qui ont parlé et la langue des dieux du terroir où elles sont nées et celle de leur métamorphose dans leur terre d'emprunt où elles ont poussé aussi des racines, où elles se sont révélées de véritables rhizomes, que ces objets ont vocation à faire du lien et à circuler entre des musées qui seraient aussi bien les musées du Nord que les musées du Sud, maintenant que le Sud s'est équipé en musée. Dans un premier temps, j'ai parlé du mot de circulation en disant que de la part des directeurs de musées qui refusaient de rendre tous les objets, quand ils disaient circulation pour ne pas dire restitution, c'était la même chose que de dire circuler, il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, je crois, il est temps d'inventer une nouvelle signification du mot circulation et comprendre le mot circulation comme précisément cet art de tisser du lien et les objets tels que je les ai compris et tels que j'ai essayé de vous en parler ont vocation à tisser ces liens-là. Je vous remercie infiniment.